Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet, c'est le sujet des enfants violents. Donc c'est un sujet que j'ai dû me renseigner un peu plus en détail en lisant certains ouvrages, notamment celui de Maurice Berger, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par enfant violent, quelles sont les causes justement des violences des enfants et comment trouver des solutions à tout cela. Car depuis donc un petit moment, les enfants qui me sont adressés en cabinet libéral sont principalement des enfants qui ont justement des accès de violence, et au début j'avais beaucoup de difficultés à comprendre justement les causes, et grâce à l'ouvrage notamment celui de Maurice Berger, j'ai pu mieux comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de ces violences qui sont réalisées par les enfants. Donc ce qu'explique Maurice Berger, c'est qu'il y a une augmentation depuis un petit moment justement de cette violence qui est réalisée par les enfants sur leur entourage et leur famille. Comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation, ça va être assez simple en comprenant justement les causes de ces violences. Principalement, comme l'explique Maurice Berger, les causes de ces violences sont soit de la maltraitance que les enfants ont vécu, soit de la négligence. Dans le cas de la négligence, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de plus en plus souvent par la diversité justement des écrans qui sont adressés autour de nous. C'est-à-dire que l'enfant, pour se développer, a besoin d'interaction sociale. Seulement l'interaction sociale créée par un écran est biaisée dans la mesure qu'il n'y a pas de rétroactivité entre le spectateur et le présentateur. Dans une relation sociale classique, ce que va dire l'enfant, faire l'enfant, va avoir une réaction sur comment va réagir l'adulte. Et grâce à ça, il va construire sa personnalité et se sentir exister dans le regard de l'autre. Cependant, avec le média d'Internet, des vidéos ou quel que soit le support, avec le support d'un écran, en tout cas, quand le fichier est préenregistré, il n'y a pas cette interaction et du coup l'enfant ne se sent pas exister dans cette relation. Certes, il y a un apport d'informations, de données, de connaissances, mais il n'y a pas ce rapport du vivant qui est de soi à l'autre. Ce rapport à l'existence est la chose la plus fondamentale en thérapie et dans tous les domaines de vie. Fondamentalement, l'être humain, depuis sa prime enfance, depuis le début de sa naissance, n'aura de cesse de vouloir exister. Le sentiment d'existence est celui de se sentir considéré par un entourage, accepté comme tel et de pouvoir interagir comme ça correctement avec eux. Ce sentiment d'existence, si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur Alfred Adler. Dans le cas où l'enfant manque de reconnaissance, justement par le regard de l'entourage ou autre, soit par la négligence, soit par la maltraitance, dans ce cas-là, il y a une colère qui va se générer à l'intérieur de lui. Pour mieux comprendre cette colère, justement, il faut bien comprendre que cette colère vient de la fonction vitale, de l'envie, de la pulsion de vivre. Cette pulsion de vivre, fondamentalement, tout individu, tout être vivant l'a. C'est ce qui lui permet de pousser, de grandir et de continuer à évoluer. Cependant, dans le fait que on n'accorde pas d'attention ou alors on maltraite un individu, ça va donner comme message, entre guillemets, que cet individu n'a pas le droit à l'existence. Et ceci peut s'enregistrer justement dans son subconscient, dans sa logique de pensée, et les amener à penser qu'ils sont horribles, qu'ils sont affreux et qu'ils ne méritent pas l'existence et que ces êtres sont des aberrations de la nature. C'est ce que peuvent ressentir les enfants justement qui ont ces accès de colère. Ces accès de colère interviennent parce que toute cette pulsion de vie justement, toute cette joie inhérente à la vie est complètement compressée, interdite parce que les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux pour x ou y raison. Il y a des multiples raisons. L'idée là dans cette vidéo n'est pas d'accuser les parents, c'est juste de comprendre le mécanisme et d'essayer de trouver une solution comme ça ensemble, vous qui regardez ma vidéo et moi qui fais un débrief de ce que j'ai pu lire. Donc dans les cas de ces enfants qui ont cette impression de ne pas mériter leur existence et du coup qu'ils ont un complexe d'infériorité constant qui va réprimer leur action et faire que ces actions vont exploser dans ces moments où ils sentent que l'injustice est la plus totale. Ce besoin d'existence du coup qui n'a pas été reconnu va progressivement créer une névrose, voire une psychose justement pour certains enfants qui va développer une telle nervosité, une telle besoin justement d'être reconnu ou autre que ça va créer une pression sur l'environnement. Prendre un exemple justement du livre de Maurice Berger, il explique qu'un enfant justement qui a été placé dans les aides sociales à l'enfance a eu une crise de colère lorsque un des éducateurs a souhaité que l'enfant soit ponctuel au niveau du rendez-vous du lendemain. Là, l'enfant n'a pas pu supporter ça, il a complètement explosé, car la demande d'exigence de l'extérieur a pu être entendue par cet enfant comme
le diktat de « on ne m'accepte pas comme je suis en retard, mais les autres me refusent ce retard et du coup me refusent ma façon que j'ai d'exister ». Et ceci vient juste faire surgir du coup les angoisses et les leçons qu'il a pu tirer de premières expériences qu'il a eues avec la vie. Ces enfants, du coup, en grandissant, vont être très susceptibles et s'énerver pour un rien, on pourrait dire, simplement ce rien et que la réviviscence de tout ce qu'ils ont pu vivre dans le passé. Pour parler justement de ce passé, Maurice Berger explique qu'il y a 4 cas de situations justement qui pourraient amener un enfant à être violent. Le premier cas sont les violences pathologiques extrêmes. C'est les enfants qui ont vécu des violences importantes sur eux et qui, lors de crises de colère, font ressurgir cette violence qu'ils ont vécue et agissent comme un autre. Ils sont face à un sentiment d'impuissance, comme s'ils étaient possédés par l'énergie de celui qui les a frappés et sont complètement pris au niveau du regard, du ton de la voix qui se met à changer, des agissements, qui les amènent à avoir un comportement extrêmement violent, qui quand ils sortent de cette crise sont complètement décontenancés par le fait qu'ils ont perdu leurs moyens sans vraiment de raison. Dans ces cas-là, il y a souvent chez les enfants des reviviscences, des maltraitances ou des négligences passées qui les amènent justement à être dans un état second. Une des deuxièmes causes de violence que peuvent avoir les enfants, c'est ce qui s'appelle la violence avec sadisme. À ce niveau-là, c'est des enfants qui sont calmes, sereins, qui s'approchent de vous tranquillement et qui, sans aucune raison valable, vous mettent un grand coup ou alors vous insultent directement. Ces enfants-là ont vécu des fois des situations de sadisme de la part de leurs parents, comme par exemple Maurice Berger qui expliquait une mère qui venait griffer l'intérieur de la gorge de son enfant pour pas qu'il y ait de marque extérieure et enregistrait les cris de son enfant sur un magnétoscope afin de lui refaire passer la nuit pour lui montrer ses cris. Donc là on est très clairement sur une violence pathologique, dans la mesure où la personne prend du plaisir à faire souffrir son enfant. Et ceci peut emmener justement des enfants à reproduire la même chose, mais ce n'est pas le cas partout. Les violences avec sadisme peuvent aussi s'expliquer par le fait que l'enfant se sent extrêmement seul avec ce qu'il a vécu dans le passé. Et le fait de le faire vivre à un autre individu pourrait amener à se sentir compris et intégré dans un groupe de personnes qui ont souffert, et ainsi de se sentir compris par un autre. Ainsi à nouveau cette violence, bien que la violence avec sadisme soit très difficile à traiter dans la mesure où celle-ci amène énormément d'animosité de la part de l'équipe médicale qui se charge de ces enfants-là, qui n'arrive pas à supporter ces actes de pure barbarie que ces enfants peuvent faire. Mais à ce moment-là, il faut bien comprendre que cet enfant, c'est son besoin, cette envie d'exister dans le regard de l'autre, d'être pleinement compris, qui motive son acte, même si ça ne le pardonne pas, ça permet au moins de comprendre ses actions. Un autre type de violence qui apparaît à la prime enfance et qui peut amener des violences de la part des enfants, c'est ce qui s'appelle la violence passionnelle. C'est ces mères et ces pères qui peuvent faire des enfants un peu comme des enfants sparadrap, là pour réparer leurs blessures à eux, ou alors leurs problèmes de couple. À ce moment-là, se crée une injonction pour l'enfant qui est celui de « tu ne dois aimer que moi ». Et à ce moment-là, il se crée un rapport affectif exclusif avec la famille, avec la mère, le père ou les figures d'attachement en tout cas que l'enfant développe, qui va amener en cas de séparation de la mère ou en cas de nouveau compagnon de la mère, des colères extrêmes de la part de l'enfant, qui est totalement depuis la prime enfance dévoué à ces figures d'attachement-là et qui se sent comme trahi par ces figures d'attachement, qui lui demandent d'être toujours là pour eux, mais eux ne sont jamais là pour lui. Une dernière situation qui peut amener des violences de la part des enfants, c'est ce que Maurice Berger appelle les violences intrafamiliales nécessitant un placement. Donc là, à ce moment-là, c'est le plus difficile à prendre en compte parce que de prime abord, on ne remarque pas de situation purement problématique entre la famille et les enfants. Cependant, il y a eu dans le passé, par les grands-parents ou alors l'univers familial de la famille, des situations incestueuses ou de violence qui se sont installées, mais plus de manière psychologique, par les leçons de vie inscrites chez les parents, dans la mesure où, par exemple, des parents qui auraient été frappés peuvent avoir tendance à penser je vis pour servir, et peuvent inclure ça de manière inconsciente à leurs enfants qui vont être du coup dans cette répression d'eux-mêmes et qui va exploser en grandissant.
Dans ce type de famille, Maurice Berger explique que c'est des familles principalement où les règles sont très strictes, où il n'y a pas beaucoup de mobilité au niveau des règles, et qu'ainsi la parole de l'enfant n'est peut-être pas particulièrement entendue, ni sa souffrance d'ailleurs. À partir de ce bilan-là, maintenant nous allons essayer de voir comment du coup réparer ces enfants, ou alors notre enfant qui peut être nous-mêmes, qui a pu être blessé dans le passé par ces moments de maltraitance ou de négligence. Donc là, l'idée c'est de réparer cette idée qui a pu germer à l'intérieur de l'esprit de l'enfant ou de l'adulte que vous êtes, qui est « je ne mérite pas de vivre, jamais la vie n'a voulu de moi ». Et qui peut amener soit des états de dépression ou alors de violence extrême en pensant si la vie ne veut pas de moi, alors là je lui montrerai que je suis important, je lui montrerai que je vaux quelque chose. Pour sortir du coup de ce schéma, il faut comprendre du coup qu'est-ce que l'existence et comment le sentiment d'exister se crée depuis la prime enfance. Depuis la prime enfance, le sentiment d'exister apparaît par le sentiment d'identité. Le fait que l'enfant comprenne et conscientise qu'il est une identité à part entière en interaction avec son environnement. Et que cette interaction fluctue en fonction de ses décisions à lui. Donc cette identification progressive va se faire en 3 étapes. C'est un peu une réécriture des stades freudiens que je vais vous proposer, j'espère que ça vous plaira. La première étape, donc que Freud appelle le stade buccal, serait à mon sens le moment où l'enfant conscientise, donc c'est au niveau des premières années de vie, qu'il a une enveloppe corporelle séparée du reste. Donc c'est juste ce sentiment d'exister au niveau de sa peau, de tout son corps, de tout son être. Ceci se crée notamment par tous les systèmes d'embrassade, de contention qui peuvent être mis en place. Donc la contention est physique, par la mesure où on peut faire un câlin à l'enfant, le porter, le tenir, qui permet lui de sentir son enveloppe corporelle. Et au niveau institutionnel, pour des enfants comme ça qui ont manqué de cela, c'est aussi une contention qui est faite avec des draps serrés autour d'eux qui leur permettent de sentir leur enveloppe corporelle, ou alors des bains thérapeutiques où ils sont mis dans l'eau et sentent comme ça un peu mieux leurs limites corporelles. Et ainsi commence à se créer l'idée qu'entre moi et l'autre, il y a une différence, et ce que dit l'autre n'est pas nécessairement ce que je suis ou ce que je pense. Ceci permet de commencer pour l'enfant à faire la nuance entre moi et l'autre. La deuxième étape, qui peut être associée justement au stade anal chez Freud, c'est le moment où l'enfant conscientise que cette interaction qui est entre l'intérieur de son corps et l'extérieur du monde, séparé par cette enveloppe, ce moi-peau comme dira Anzieux, se fait par justement toute l'activité des différentes portes, que ce soit la bouche, la vue, l'anus. Donc là, on apparaît autour des 2 ans, ce stade-là, où il commence à comprendre cela, cette notion de contrôle, de maîtrise de soi, qui permet de gérer les flux sortants et aussi entrant, en pouvant peut-être contrôler, en fermant les yeux ou les oreilles, ce qui peut rentrer à l'intérieur de lui et du coup éviter certaines choses. Et enfin, à la 3e étape, c'est autour de 5 ans, dans le stade freudien, qui est le stade phallique, c'est le moment où l'enfant conscientise que ce corps à l'intérieur de lui et toutes ces choses autour de lui sont en changement constant et amènent des sensations qui sont fluctuantes. Et que ce contrôle ainsi se modifie en fonction des moments de la journée et des sensations qu'il peut ressentir. Ceci va créer ce que je pourrais appeler la notion de désir, qui va permettre à l'enfant de pouvoir accepter les différentes pulsions qui émergent au cours de la journée, qui fluctuent au cours de la journée, et ainsi pouvoir les mettre en place dans le monde. Si ces 3 étapes sont réalisées, c'est-à-dire conscientiser qu'on a une barrière entre l'extérieur et l'intérieur qui forme nous, 2, qu'on peut contrôler ce qui vient à l'intérieur de nous et ce qui sort de nous, et 3, qu'on peut mettre en place justement nos désirs, nos envies et les réaliser dans ce monde, à ce moment-là, la personne s'autorise totalement à exister. Dans le cas où la première étape n'est pas passée, c'est-à-dire cette différenciation entre l'autre et moi, c'est des enfants qui vont être dans une fusion constante. En termes psychanalytiques, ça s'appelle justement une psychose dans ce cas-là, car il n'y a pas de différenciation entre moi et l'autre, et la personne n'arrive pas du coup à réfléchir sur ce qui a pu se passer. Mais à part en situation de grande crise,
toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ou autres qui pouvaient avoir des déterminations, on va dire, psychotiques, avaient à mon sens un espace de pensée à certains moments, ce qui à mon sens peuvent invalider cette vision que les psychotiques ne peuvent pas être soignés, qui a longtemps traîné justement dans les traductions psychanalytiques. Pour comprendre par une métaphore ces différentes étapes que je vous ai présentées, on va prendre l'exemple d'un fruit. La première chose est que le fruit n'est pas pour l'arbre. Ceci permet de donner l'image que l'enfant n'est pas pour les parents, il est là pour faire sa vie personnelle et évoluer selon son bon vouloir. Si on continue la métaphore sur le fruit, un parent qui empêche à son enfant d'exister pour lui-même serait un peu comme si un arbre faisait pousser un fruit, puis en cas de disette, commencerait à puiser dans la force du fruit pour récupérer la force. La deuxième étape, au niveau symbolique, quand on continue la métaphore sur le fruit, serait le moment justement où le fruit se désolidarise de l'arbre pour pouvoir faire sa vie sur terre. Ce moment-là où il se sépare de la mère, c'est ce moment aussi où l'enfant conscientise qu'entre l'extérieur et l'intérieur, il y a une différence qui peut modifier et qui peut le séparer du reste. Un arbre du coup qui ne voudrait pas couper ce cordon amènerait justement le fruit à pourrir sur l'arbre, et entraînant comme ça des maladies après qui pourraient se développer. La troisième étape, celle de la notion de désir, celle-ci de s'accorder les désirs que l'on veut et pouvoir les réaliser, qui serait la dernière étape du stade phallique, est le moment où une fois tombé sur la terre, le fruit commence à germer et commence pleinement sa vie dans une totale indépendance d'avec l'arbre originel, mais tout en puisant, en utilisant les ressources autour de lui et en se transformant progressivement. Ainsi, une des techniques que j'ai trouvées pour aider ou en tout cas pallier au manque au niveau affectif, que ce soit de négligence ou de maltraitance, qu'on a pu vivre à toute petite échelle ou à très grande échelle dans notre vie, c'est celle de se sentir considéré par toutes les choses autour de nous. Et là, j'ai dit les choses et pas nécessairement les humains. Les humains font bien sûr partie de ces choses. Mais souvent, la recherche qu'on peut faire est celle d'être considéré par d'autres humains. Alors ça fonctionne pour justement commencer à sortir de cette impression récurrente d'être négligé ou maltraité par l'environnement. Cependant, j'ai trouvé plus solide, en tout cas dans ma pratique, de se sentir que grâce à toutes les choses qui sont autour de moi, que ce soit la terre, les fruits, les aliments, les vêtements, les habitations, toutes ces choses-là nous permettent d'exister pleinement et que sans eux, notre existence serait bien différente et bien difficile. Un des exercices que j'ai trouvé qui m'a beaucoup aidé justement pour me sentir en sécurité, quelle que soit la situation, c'est le fait de me sentir soutenu par la terre. La terre nous soutient de manière inconditionnelle et nous octroie cet amour sans qu'on ne le remarque vraiment. Cependant, cette sensation d'être porté constamment, pour moi, m'apporte une grande sécurité et un grand bien-être. Une autre chose qui peut aider justement à mieux sentir ce sentiment et à essayer de plus le développer justement dans sa vie, ce sentiment d'être soutenu, c'est notamment toute l'activité sportive où au fur et à mesure de vos progrès, vous allez sentir vos muscles qui vous enveloppent et qui vous font comme un énorme câlin, vous permettant à tout votre corps, à toute votre ossature de tenir de manière ferme. Ceci donne une assurance et une confiance et donne vraiment la sensation que quoi qu'il arrive, notre corps est là pour nous. Une troisième chose aussi qui est souvent réalisée, c'est celle au niveau de l'endormissement quand on est dans un lit qui est bien fait, qui est très serré sur nous. Ça crée une sensation d'être comme dans un cocon et ceci peut recréer justement notre sentiment d'identité, notre sentiment d'être porté, d'être entretenu par quelque chose. Ces trois techniques-là permettent de développer ces sensations au quotidien et ainsi de pouvoir retrouver cette sensation de sécurité qui a pu manquer dans le passé. Voilà pour ce topo sur les enfants violents, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permettra de développer une identité saine à l'intérieur de vous pour vous sentir au mieux au quotidien. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aussi d'autres idées pour vous sentir à l'aise, n'hésitez pas à les indiquer dans la barre de commentaires. Je me ferai un plaisir à vous lire et peut-être à trouver comme ça de formidables idées à proposer, à vivre moi personnellement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation dans votre vie de tous les jours.